Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24, votre magazine pour ne rien rater de l'actualité numérique. Au programme cette semaine, Twitter affole les prétendants à l'Elysée. Alors que son patron Jack Dorsey vient de rencontrer les candidats français, nous nous demanderons pourquoi Bayrou, Hollande, Sarkozy et les autres draguent l'économie numérique. C'est le réseau social star du moment, Pinterest, une plateforme pour partager ses centres d'intérêt entre amis. Mais ses utilisateurs violent-ils le droit d'auteur? Test et réponse à venir avec Guillaume Gralet du magazine Le Point. Mais d'abord, de François Bayrou à François Hollande, en passant par Nicolas Sarkozy, les prétendants à l'Elysée n'avaient Dieu et de tweets cette semaine que pour Jack Dorsey. Le jeune et fringant patron de Twitter était en visite à Paris. Au programme, rencontre avec les 3 principaux candidats à l'élection présidentielle française, conseil de campagne en ligne et surtout discussion pour implanter un bureau du réseau social gazouilleur dans la capitale. Mais pourquoi les apprentis présidents se sont-ils découvert une passion subite pour l'économie numérique? On en parle tout de suite avec vous évidemment Guillaume. Une petite question juste avant, quel est le poids, l'impact de Twitter dans cette campagne française en 2012? Alors, il y a 5 millions d'abonnés à Twitter en France. C'est 4 à 5 fois moins que d'abonnés à Facebook, mais ça progresse très vite. Par exemple, pour la petite histoire, le nombre de followers, les personnes qui suivent les tweets, les petits messages de Nicolas Sarkozy, est passé de 120 000 à 130 000 en moins de 5 jours. On a 160 000 pour celui qui est le candidat le plus suivi, qui est François Hollande. Un peu moins de 100 000 pour François Bayrou. Ça progresse très très vite. Et pour la petite histoire, le nombre de followers de Nicolas Sarkozy est 100 fois moins important que celui de Barack Obama, qui lui a plus de 13 millions de followers aux États-Unis. Est-ce que pour l'instant on sent qu'il y a une corrélation entre le nombre de followers et l'adhésion des supporters au programme des différents candidats? Oui, et puis surtout, c'est un instrument d'influence. Barack Obama se sert de son fil Twitter pour lancer des appels, pour dire « réagissez à cette dernière proposition républicaine ». Je parlais avec quelqu'un d'une équipe de campagne du Modem, il me disait « nous, on est sur Pinterest, on est sur Foursquare, on est sur Tumblr, on est partout. L'idée, c'est vraiment de s'adresser à tout le monde. Ce qui est particulièrement pratique pour ces personnes, c'est que ça coûte relativement peu cher d'être sur ces réseaux sociaux. Cette équipe ne compte que 8 personnes et ils disent « maintenant, on met tout sur tous les réseaux sociaux », c'est le cas également au PS et à l'UMP. Au PS, où l'équipe de campagne, par contre, web est beaucoup plus importante et représente un budget de 2 millions d'euros. Donc on voit que le poids a aussi augmenté côté français. On revient quand même à la question de l'économie numérique dans cette campagne présidentielle française. Et l'Internet devient le nouveau Made in France et la nouvelle industrie à draguer. François Bayrou allait justement organiser il y a quelques jours un déplacement de campagne dans les locaux de la plateforme de partage de vidéos françaises Dailymotion sur ce fameux thème, le Made in France. Est-ce que le numérique s'impose enfin comme un thème de campagne, Guillaume? Alors le numérique, on ne peut plus passer à côté. Aujourd'hui, c'est 1/4 des emplois créés en France. Ça va bientôt devenir 1/3. Et puis surtout, il y a d'énormes débats qui ne sont pas encore totalement tranchés. Vous parliez du Made in France. Je parlais avec Vincent Feltès qui s'occupe de la campagne numérique pour le PS. Lui disait, nous, on veut être sur des réseaux sociaux essentiellement français. On va privilégier Dailymotion à YouTube. Surtout, il y a une grosse question de fond qui, elle, n'est pas du tout résolue et qui est extrêmement clé, qui n'est pas résolue à l'échelle européenne. C'est comment taxer les géants du net, qui sont les Facebook, les Twitter, les YouTube, qui eux ne sont relativement peu taxés en regard un petit peu de l'influence et du trafic qu'ils ont en France. Il y a une proposition qui est intéressante à relever ici, qui est celle du Conseil national du numérique. Vous savez, cet organe consultatif qu'a créé Nicolas Sarkozy, qui est de créer sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire si un géant de l'Internet choisit d'être domicilié ailleurs en Europe, en Irlande par exemple, on va par exemple regarder le chiffre d'affaires qu'il fait en France et l'imposer sur ce sujet. Tout ça n'est pas encore réglé, on voit que ça foisonne, c'est extrêmement intéressant intellectuellement. Alors dernière petite question très rapidement, on sait qu'Adopi c'est l'épine dans le pied numérique de Nicolas Sarkozy pour cette campagne. Est-ce que ça se limite à ça ou est-ce qu'il y a d'autres terrains de bataille encore? Il y a d'autres terrains de bataille, la Google Tax, notamment la taxe Google qu'on a appelée, on revient au thème et qui elle a donné envie de créer le Conseil national du numérique. Plus globalement, quand on s'éloigne de ces sujets très très polémiques, il y a quand même la volonté pour les entrepreneurs de se dire on a besoin d'être plus compris au niveau de la création et puis surtout plus assisté à travers les commandes publiques. Il y a le Small Business Act dont on a beaucoup parlé qui est encore trop peu... Que la Sarkozy veut justement remettre au goût du jour. Exactement, et qui aidera beaucoup les petites entreprises qui, elles, ont souvent un problème de trésorerie au départ. Le crédit impôt recherche les aide beaucoup. Si elles ont en plus des commandes publiques, ça les aidera. On le voit dans le domaine de l'open data, par exemple. Merci Guillaume, vous restez avec nous. Dans une seconde, on passe au test de la semaine et Guillaume Gralet vous épingle. Vous allez voir.
Vous aimez partager vos hobbies avec votre entourage, de vos collections de chaussures à vos dernières découvertes en matière de décoration d'intérieur. Eh bien, vous faites peut-être partie de ces presque 18 millions de membres de Pinterest. Devant ce succès, certains veulent épingler le réseau social pour incitation au pillage de contenu. Explication avec vous tout de suite. Guillaume, rappelez-nous d'abord comment fonctionne Pinterest. Alors, Pinterest, il n'y a pas un fonctionnement plus simple qui existe. C'est extrêmement intuitif. En fait, dès qu'on trouve une photo que l'on trouve assez jolie, on va pouvoir l'afficher sur son mur. Pin, ça veut dire épingler en anglais. On va afficher un petit peu ce que font mes filles en fait sur le frigidaire, c'est-à-dire que toutes les images qu'elles aiment bien, elles les mettent en haut, en bas. Enfin, on joue avec ça, c'est extrêmement intuitif. Et puis, on va pouvoir partager tout cela avec tous ses amis. Pinterest, en fait, est déclinable sur plusieurs thèmes. On peut avoir des tableaux sur l'architecture, sur la cuisine par exemple. On peut partager également les plaques d'immatriculation comme je le montre en ce moment. Il y en a un peu pour tous les goûts. Et puis ça cartonne puisque on est dans un réseau social de partage un peu comme sur Facebook, mais extrêmement visuel. Alors justement, la petite polémique de la semaine qui pointe justement devant ce franc succès, c'est le fait que Pinterest viendrait agir contre le droit d'auteur. Pour cause, ce sont justement ces fameux repins, donc ces petites images qu'on pine sur son mur, qu'on épingle sur son mur. Plus elles sont reproduites à l'infini, plus on ne sait plus à qui appartiennent les droits de cette photo. Exactement, en fait, Pinterest est tellement bien fait qu'on a envie de tout piner, repiner. Par exemple, cette photo d'un matou qui a l'air anodine, elle a peut-être été prise par un photographe professionnel qui a pris du temps, il a fallu la pose, et c'est le photographe, il a envie d'être rémunéré en fait pour l'utilisation de cette photo. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas sur Pinterest. On voit un petit peu comme un site de partage qu'il y avait sur Napster au début, c'est-à-dire que les droits d'auteur ne sont pas la priorité aujourd'hui de Pinterest. On a également eu le même problème sur Facebook au départ, puisque absolument. La propriété intellectuelle de toutes les photos que vous mettez sur Facebook reste dans les serveurs de Facebook, même quand vous supprimez votre compte. Donc il faudra, pour Pinterest qui cartonne chez les femmes aujourd'hui, régler ce problème. Je voudrais juste signaler une autre utilisation de Pinterest qui est extrêmement intéressante. Comme on est dans un réseau très visuel et on parle beaucoup de data journalisme par exemple, j'ai vu ce matin une application qui décrivait Google+, par une image. Sur Pinterest, c'est très beau, très joli. On amène d'autres informations par le visuel et c'est super intéressant. Merci Guillaume, on continuera à suivre avec vous cette histoire. Pinterest va-t-il devenir le Napster des hobbies? C'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous comme ça chaque semaine à l'adresse facebook.com/tech24. C'était dur à dire pour découvrir les coulisses et évidemment revoir votre magazine. Et puis participer à la discussion en ajoutant le hashtag, le mot-clé Tech24 à vos messages sur Twitter. Quant à nous, on se quitte avec la première naissance digitale, un bébé numérique prénommé Amélie Amaya est déjà star sur YouTube avec plus de 7 millions de fans. Bref, une vraie digital native. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech24. La da 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 da. La da da da.